Le jour J marqua le début de la fin pour l'Allemagne. De chasseur, Hitler était devenu gibier. Il était obsédé par la capacité du ME-262 à être utilisé comme bombardier. Cette obsession sera l'une des clés de la défaite allemande et scellera le sort du chasseur de Willy Messerschmitt. Quelques jours après le débarquement, de nouvelles armes de terreur firent leur apparition. La plus célèbre restera la fusée V1. Imprévisible et destructrice, elle inaugurait une nouvelle ère dans l'art de la guerre. Lancé à distance, le V1 était difficile à abattre et était d'une efficacité redoutable. Tout aussi impressionnant était le Messerschmitt 163 Comet, un intercepteur révolutionnaire dépourvu de queue et propulsé par un moteur fusée qui lui permettait d'atteindre des vitesses quasi soniques. Sa vitesse ascensionnelle était et reste aujourd'hui encore impressionnante. Rudi Opitz, pilote de Comet, nous parle de l'entêtement d'Hitler quant à l'utilisation du Messerschmitt 262. Puisque les avions à hélice ne pouvaient plus voler sans risquer d'être interceptés par la chasse britannique qui contrôlait l'espace aérien, faire décoller des bombardiers coûterait trop cher en hommes et en matériel. Mais les jets semblaient en mesure de voler et Hitler voulait utiliser le Messerschmitt 262 pour contre-attaquer. C'est pourquoi un temps précieux fut perdu en essayant de transformer en bombardier un excellent chasseur. Adolf Galland, grand âge de la Luftwaffe, était un ardent supporter du ME-262 en tant que chasseur. On se sentait comme poussé par des anges, disait-il. Galland était convaincu que le 262 avait une génération d'avance sur les autres chasseurs. Il se battait pour que la production se concentre uniquement sur les Focke-Wulf 190 et les Messerschmitt 262. Aucun autre type d'appareil n'était aussi essentiel à la défense de l'Allemagne. Mais Hitler ne voulait pas d'un chasseur. Il voulait que le ME-262 soit un bombardier éclair. Ce manque de clairvoyance, allié à la nature expérimentale de l'appareil, ralentirent considérablement la production. Les bombardements intensifs et les victoires remportées par les armées alliées scellèrent définitivement le sort de l'Allemagne. Les bombardements massifs et continus avaient atteint leur objectif. Même sans la décision d'Hitler, le Messerschmitt 262 ne serait probablement pas entré dans la guerre plus tôt. Mais même au moment de son entrée en service, les chances de renverser le cours de la guerre aérienne étaient nulles. L'industrie allemande était à l'agonie et l'Allemand moyen ne vivait plus qu'au milieu des décombres et des raids aériens. L'Allemagne n'était plus que ruine. Les morts se comptaient par millions et seuls les plus jeunes et les plus vieux assuraient encore un semblant de défense. Fin 1944, la défaite était devenue inévitable et beaucoup espéraient simplement survivre. Fin 1944, la défaite était devenue inévitable et beaucoup espéraient simplement survivre. Au milieu de ce chaos, la production du Messerschmitt 262 fut perturbée par un autre problème. Un nouvel appareil était apparu, l'Arado 234. C'était un bombardier à court rayon d'action doté d'une capacité de reconnaissance. Le 234 était à la pointe de la technologie de l'époque. Propulsé par les mêmes réacteurs jumeaux 004, il venait encore appauvrir les chaînes de production de moteurs déjà anémiques. On tenta de remédier à cette situation en équipant l'Arado de moteurs BMW. Curieusement, l'Arado 234 correspondait parfaitement au bombardier éclair qu'exigeait Hitler.
Les problèmes logistiques du ME-262 tournèrent bientôt au cauchemar et la modification de l'appareil en bombardier n'arrangeait rien. Pour Günther Rall, le rôle du 262 était très clair. Hitler ne pensait qu'en termes d'offensive. C'était le principal problème du Messerschmitt. Il voulait en faire un bombardier dépourvu d'électronique, qui pourrait larguer sa bombe et relever le point d'impact. C'était stupide. Galland s'y opposait et réclamait des chasseurs, toujours plus de chasseurs. On découvrit bientôt qu'il avait raison. Il s'opposa violemment à Göring, qu'il accusait de ne pouvoir enrayer la progression des bombardiers de la 8e Air Force et de la RAF. Galland démissionna alors et prit le commandement du JG-44. Quand Hitler lui demanda ce qu'il faisait, il répondit « Je veux commander cette unité et prouver que le Messerschmitt 262 est un chasseur ». Et c'est ce qu'il fit. En avril 1944, les premiers appareils arrivèrent à Lechfeld. En octobre, le commando Nowotny était équipé de 30 exemplaires du nouveau chasseur. Peu après son arrivée, le ME-262 se distingua au combat. En juin 1944, 2 P-38 Lightning et un Mosquito tombèrent sous ses balles. Un autre Mosquito parvint néanmoins à rentrer à sa base avec les premières photos prouvant l'existence du nouveau chasseur. Bien que moins avancé et moins sophistiqué, le Gloster Meteor ressemblait beaucoup au Messerschmitt. Propulsé par différents moteurs Rolls-Royce, il n'alla pratiquement pas au feu et fut d'une efficacité toute relative. En juillet 1944, les Météores furent engagés contre les V1. Ils enregistrèrent leur première victoire le 27. Les raids de bombardiers mettaient l'Allemagne à genoux. Fin 1944, Hitler admit finalement que la défense aérienne était impérative. Déjà, on parlait dans les rangs alliés d'un superjet allemand. Grâce à leur vitesse, les 262 se jetaient au milieu des formations de bombardiers et surclassaient tous les chasseurs alliés. Ils allaient plus vite que les tourelles des bombardiers. Correctement pilotés, ils devenaient pratiquement intouchables. Mais il était déjà trop tard. Il était évident que nous allions perdre la guerre. Disposer de meilleurs avions, de meilleurs chasseurs ou d'une meilleure protection n'est qu'une question de temps. Mais d'un point de vue aérien, la situation aurait été considérablement modifiée si le ME-262 avait pu être produit en masse. Il aurait sans doute contesté la suprématie des bombardiers. Mais ils n'étaient pas assez nombreux. Les ME-262 ne pouvaient plus empêcher le déferlement des vagues de bombardiers. Les usines, les villes, le peuple allemand étaient décimés. En désespoir de cause, les pilotes de la Luftwaffe mirent le feu à leurs appareils pour ne rien laisser aux vainqueurs. Au printemps 1945, l'armée allemande était en déroute et les Alliés partaient à l'assaut du Reich. Les avions alliés pouvaient voler en toute impunité dans l'espace aérien allemand. L'Allemagne n'avait plus les moyens d'empêcher les bombes de tomber. La destruction fut totale. L'industrie nazie, autrefois toute puissante, n'était plus que cendre. Des centaines de milliers de gens, jeunes et vieux, civils et militaires, avaient perdu la vie. À la fin du conflit, l'Allemagne pleurait 7 millions de morts. Au fur et à mesure qu'ils progressaient, les Alliés découvraient l'ampleur de la technologie allemande.
Une équipe de scientifiques baptisée les magiciens de Watson parcourait l'Allemagne en C-47 à la recherche de tout ce qui pouvait avoir une quelconque valeur technologique.